La Navy américaine a connu des changements spectaculaires depuis sa naissance il y a 200 ans. Depuis la guerre de course de la Révolution américaine aux navires imposants de la Deuxième Guerre mondiale, elle a prouvé sa capacité d'adaptation. La guerre au Vietnam n'a pas fait exception. Face à un ennemi à la flotte pourtant très rudimentaire, la Navy a dû relever des défis variés dans un environnement complexe. Son histoire au Vietnam est un aspect important du rôle plus vaste que les États-Unis ont joué en Asie du Sud-Est. Quand les États-Unis sont arrivés au Vietnam en 1950, ils ont compris que le meilleur moyen de transporter hommes et matériel était souvent le bateau. Les Viet Cong le savaient bien. Le personnel de la Navy a donc formé la marine sud-vietnamienne le long de la côte et dans le delta du Mekong pour réguler la circulation maritime et fluviale. En même temps, les navires de la Navy s'impliquaient dans la surveillance et l'espionnage électronique au large des côtes nord-vietnamiennes. C'est là, dans les eaux internationales, que le conflit direct avec la République démocratique du Vietnam a commencé. Le 2 août 1964, le USS Maddox fut attaqué par 3 patrouilleurs nord-vietnamiens. Le Maddox coula l'un des agresseurs, les 2 autres furent chassés par les avions d'un porte-avions tout proche. La population américaine l'ignorait à l'époque, mais le destroyer américain se trouvait près du site d'une incursion sud-vietnamienne contre la République du Nord-Vietnam, ce qui a provoqué sa riposte. On a rapporté qu'une deuxième attaque avait eu lieu 2 jours plus tard contre le Maddox et le USS Turner Joy, un autre destroyer. Mais le temps était très mauvais et il est très douteux que l'attaque ait vraiment eu lieu. Le radar a signalé des torpilleurs arrivant dans leur direction. Avec le recul, un des officiers qui était au centre d'information de combat à l'époque pense que c'était plutôt la mer qui renvoyait des échos. Ce n'est pas étonnant quand on connaît le fonctionnement du radar de surface. Parfois, quand la mer est vraiment grosse, elle envoie des signaux. Des opérateurs peu expérimentés peuvent facilement les confondre avec des bateaux. Le président Johnson utilisa cette seconde attaque ou incident du golfe du Tonkin comme prétexte pour lancer une attaque aérienne contre le Nord. Les porte-avions furent mis au travail. Les États-Unis entrèrent officiellement en guerre contre le Vietnam le 7 août 1964 avec l'opération Pierce Arrow, une série de représailles contre les bases navales nord-vietnamiennes. Cela marqua le début d'une participation prolongée de la Navy dans les combats d'Asie et du Sud-Est. Croisant autour de ce qui fut appelé la station Yankee, impliquée dès le début du conflit ouvert, les porte-avions devinrent pour beaucoup le symbole de la Navy au Vietnam. C'est la partie des opérations navales qui reçut le plus de couverture médiatique et fut la mieux comprise de la population américaine. Dès mars 1965, les opérations aériennes frappaient quotidiennement des cibles au Vietnam du Nord et du Sud. Pendant cette première campagne aérienne, les bombardements dans le sud étaient destinés à appuyer les troupes au sol et les soldats en combat rapproché contre les insurgés. Les raids dans le nord, eux, faisaient office de matraque, d'instruments de persuasion pour que les Nord-Vietnamiens cessent de soutenir l'insurrection du sud.
Bloquer les troupes et les équipements envoyés vers le sud devint une des missions de cette campagne. Mais dans le nord, la guerre était étroitement contrôlée et seules les cibles fournies par Washington pouvaient être attaquées. On ne frappait aucune cible sans avoir la permission, à part quelques-unes de peu d'importance trouvées par hasard, par exemple un camion militaire sur une route. Pour celle-là, on avait l'autorisation. Mais pour les dépôts de carburant, les centres de transport, les foyers importants, il fallait une permission. La menace d'une guerre plus large pesait toujours. Il y avait encore peu, la crise des missiles de Cuba avait emmené le monde au bord de l'anéantissement nucléaire. Et on craignait que la Chine ou l'URSS n'interviennent si on les provoquait. Éviter cette provocation devint d'une suprême importance, ce qui limita la portée des raids aériens. Mais tandis que se jouait à la partie d'échecs internationale, les opérations se multipliaient à la station Yankee. Les 4 premiers mois de mon commandement, on a fait plus de 10 000 débarquements. Ça vous donne une idée du rythme des opérations. Ce n'était pas une campagne de bombardement stratégique. On faisait sauter des ponts, des routes, des dépôts de carburant dans la jungle, des bateaux sur le fleuve. Mais pas les grands centres industriels comme Haiphong, Hanoï ou Honghaï. Parce que les Russes y gardaient des navires marchands. Et on n'avait pas le droit de toucher aux équipements soviétiques. Mais malgré les restrictions, les civils étaient inévitablement touchés et de lourdes pertes leur étaient infligées. C'était une source majeure de critiques aux États-Unis et dans le monde. En dépit de ces critiques, Johnson n'était pas prêt à rogner sur les frappes aériennes contre le Nord. Les porte-avions et leurs avions, et les forces aériennes, étaient son instrument de marchandage avec les Nord-Vietnamiens. Il espérait ainsi les forcer à accepter les positions de Washington. Les attaques continuèrent donc tout au long de la guerre et culminèrent en décembre 1972 pour contraindre les Nord-Vietnamiens et le Front National de Libération à accepter les conditions américaines pour se retirer du Sud. Mais en attendant, de 1965 à 1971, les avions continuèrent de décoller des ponts des porte-avions à la station Yankee et à filer vers les côtes hostiles du Vietnam. Les opérations militaires en temps de guerre sont par nature dangereuses. Même si la menace nord-vietnamienne était faible pour les navires de guerre américains, l'éventualité d'une attaque devait être prise en compte. Les membres de l'équipage du navire ressentaient certainement un degré de tension varié. Pour moi, je ne me souviens que d'un seul état d'alerte, parce qu'on était remonté assez haut dans le golfe du Tonkin et qu'on avait peur que les Nord-Vietnamiens ne nous envoient des avions pour nous attaquer. Mais en général, on opérait dans une zone de sécurité. Pour les pilotes, en revanche, dès qu'ils quittaient le navire pour une opération au-dessus du Vietnam, ils allaient au combat et jouaient leur vie. Ils ne savaient jamais si ce jour-là serait le dernier. Les attaques aéronavales lancées à la suite de l'incident du golfe du Tonkin rencontrèrent d'abord une défense aérienne assez faible. Mais les Nord-Vietnamiens développèrent bientôt un formidable système de défense autour d'équipements soviétiques. Canons anti-aériens, missiles sol-air, intercepteurs MiG, des raids parfois chaotiques, des aires d'attaque très délimités et l'appui des Chinois et des Soviétiques fournissant des armes toujours plus sophistiquées rendirent les tirs anti-aériens au-dessus du Vietnam du Nord particulièrement intenses. Leurs missiles sol-air n'étaient pas très sophistiqués. Ils modifiaient leur détonation selon la proximité.
Pour la seule attaque que j'ai menée, ils étaient après moi. Ils repéraient le meneur et lui tiraient dessus. Notre tactique contre ça était de monter chacun son tour, mais quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, je l'ai vu. Il était à environ 100 mètres de moi. Pourquoi il m'a raté, je n'en ai aucune idée. C'était pourri comme arme. Sur 6 semaines, à la station, j'ai perdu 21 avions. Et on a eu 12 pilotes faits prisonniers de guerre à Hanoï, la montagne d'Hanoï. À mesure que les pertes augmentaient, les opérations de sauvetage devenaient plus élaborées. Des hélicoptères de secours furent bientôt stationnés sur les destroyers près des côtes. Typiquement, on avait un hélico DLG, c'est-à-dire guidé depuis le destroyer. C'est une cellule un peu plus large avec un rotor de queue, mais il y avait tellement de trucs et de machins sur le pont. Ceux de la Navy vont se hérisser, mais c'était vraiment encombré pour apponter. Quand on posait notre H2 sur un destroyer, il fallait que le canonnier ou l'équipier se mette sur le ventre, attaché à une ceinture pour ne pas tomber, et surveille que le rotor de queue était juste au bord du pont, parce qu'on n'avait pas plus de 90 cm pour le loger. Il y avait des marques par terre pour nous indiquer où poser la cellule. Ça mettait notre rotor principal à 1,50 m ou 2,50 m maximum d'un lanceur de missiles. Le ciel était dangereux pour les pilotes de chasseurs. Il l'était encore plus pour les équipages d'hélicoptères chargés de récupérer les aviateurs tombés au milieu d'ennemis acharnés. Une patrouille aérienne de secours au-dessus de nous donnait les directions. Et sur le bateau, il y avait le contrôleur aérien qui avait reçu le SOS du F4. Mes coéquipiers étaient Don West et Bruce Dallas. On essayait donc de retrouver les survivants qui étaient dans une jungle très dense. Pour aller là-dedans, ils nous ont dit qu'ils avaient dû plaquer les lianes comme quand on tacle un mannequin à l'entraînement au football, ce qui leur avait permis d'avancer un peu. En plus, Zeke s'était cassé la cheville en étant éjecté de son siège. C'est incroyable qu'il ait réussi à faire tout ça. Finalement, on a trouvé leur position, on est arrivé juste au-dessus d'eux et on a pu voir leur feu strobe. Bruce Dallas s'occupait des cordages, il a commencé à les descendre. Il voyait les rescapés au sol, ils étaient à moins de 3 mètres de la corde, mais n'arrivaient pas à l'attraper à cause de la densité de la jungle. Nous, on restait en vol stationnaire. Avec les fusées éclairantes des parachutes, on voyait bien les arbres. And we're holding this hover because we have the parachute flares and we can see trees and everything. Then the parachute flares burned out. Et puis les fusées éclairantes se sont éteintes. Je n'avais plus d'horizon visuel, on était au milieu des arbres. Clyde a commencé à remonter. En repartant, un arbre a accroché un bout de l'hélicoptère qui a été projeté sur la gauche. Je vois encore les branches. Il y en a une qui a frappé Bruce Dallas au visage. À la fin, je ne sais pas comment, on a réussi à repartir. On a dit à ceux d'en bas, on n'y arrive pas. On était à 3 mètres et on n'arrivait pas à les atteindre. Impossible de maintenir le vol stationnaire. Ils répétaient « Vous devez venir nous chercher, on ne peut pas venir jusqu'à vous ». À la radio, je leur ai dit « On n'y arrive pas, vous devrez passer la nuit là ». Ils ont répondu « On va venir, attendez-nous ». Tout à coup, il y a eu des lumières et du bruit. Il y avait peut-être 5 ou 6 villages dans le coin. En tout cas, on a vu des gens courir, traverser les rizières, sauter les fossés dans la lumière et nous tirer dessus. Bruce Dallas ripostait avec la M16 pour essayer de les freiner un peu et Don West et moi, nous scrutions la jungle. On a vu 2 silhouettes surgir des arbres et courir vers nous. J'ai dit à Don, si tu vois un éclair de fusil, tu tires. Heureusement, c'était Clow et Burns. Et même si Zeke Burns s'était cassé la cheville, il était arrivé à l'hélicoptère avant Clow. And even though Zeke Burns had the broken ankle, he beat Claw to the aircraft. And
Le signal habituel pour signifier au pilote qu'on était prêt à partir, que les rescapés étaient à bord, était de le tapoter sur l'épaule. Clyde a dit que Bruce l'avait presque fait tomber de son siège malgré sa ceinture. On est donc parti. La seule route possible pour rejoindre le bateau passait par toute une ligne d'artillerie antiaérienne lourde. La batterie de la côte encore. Et comme on franchissait la ligne de la plage, j'ai vu en bas, grâce aux lumières de Vine, au sud, un peu d'horizon dans la brume. On aurait dit que quelqu'un avait tiré des flèches enflammées sur nous. C'était à peu près sur l'horizon, et tout pilote vous dira que si c'est comme ça, c'est que ça vient vers vous. Alors pour la deuxième fois cette nuit-là, j'ai fait peur à Clyde en criant « Descends !» J'ai baissé le manche de pas général, et on a dû descendre de 150 mètres en 5 secondes. Mais quoi qu'il en soit, l'objet a explosé à environ 800-400 mètres de nous. Ensuite on est remonté et on s'est posé sans problème. Clyde a fait du bon boulot. Quand on s'est posé, il nous restait à peu près 5 à 8 minutes de carburant. Et avec tous ces tirs, on n'a pas été touché une seule fois. Ce genre de mission extrême ne se terminait pas toujours aussi bien. Parfois, l'équipage des hélicoptères était victime de la défense antiaérienne nord-vietnamienne de plus en plus performante. Les raids aéronavals contre le nord s'intensifiaient. Mais il a paru clairement qu'il ne suffirait pas à sauver le gouvernement sud-vietnamien. Prenant comme justification une série d'attaques contre des conseillers et des équipements américains au Vietnam du Sud, le président Johnson engagea les forces terrestres dans la guerre. Aux opérations navales s'ajoutèrent ainsi le transport et le débarquement des troupes de combat. Le 8 mars 1965, la 9e brigade expéditionnaire des Marines débarquait près de Da Nang, première unité de combat américaine à entrer dans la République du Vietnam. Les Marines ont été envoyés à terre sur les vieux bateaux à fond plat, LCVP, de la Deuxième Guerre mondiale, avec la rampe frontale qui s'abaisse dans l'eau. On ne savait pas si les ennemis tireraient. Mais apparemment, leurs renseignements n'étaient pas très bons. Il n'y a pas eu d'opposition. Leur arrivée aida à affermir la position du gouvernement sud-vietnamien. Mais cela ne suffisait pas. Les États-Unis s'impliquèrent encore plus directement dans la guerre et le rôle de la Navy pour le transport et le ravitaillement des forces nouvellement arrivées devint de plus en plus important. Les forces américaines étant passées de 20 000 à un demi-million, débarquer le ravitaillement par les plages ne suffisait plus. Des installations portuaires surgirent du jour au lendemain pour soutenir l'importante présence américaine au Vietnam du Sud. Ces installations et les navires qu'elles abritaient devinrent les cibles d'attaques ennemies répétées. On était amarrés au Vietnam, je ne me souviens même plus du nom de la ville. Chaque soir, je prenais mon café et j'allais sur le pont regarder les balles traçantes aller et venir au-dessus de la plage. Mais ce soir-là, j'étais dehors avec mon café et tout à coup, ces traçantes sont venues vers nous. Le vieux a dû les voir aussi en même temps. On a déguerpi sans demander notre reste. On est retourné à la base navale de Subic Bay, on leur a lâché du napalm. Et j'ai envoyé un radiogramme à San Francisco pour leur dire que je démissionnais. 3 guerres, ça suffit, ras-le-bol. Par nécessité, la Navy établit des troupes portuaires qui contrôlaient les allées et venues vers un mouillage 24 heures sur 24. Le centre de commande avait à sa disposition des patrouilleurs qu'il envoyait par radio contrôler les bateaux. Pour cette nouvelle mission, on ajouta des armes et du blindage à des canaux de ravitaillement qu'on transforma en bateaux appelés Swift. Pour atteindre une vitesse de 25 nœuds, armés de mitrailleuses 12,7 mm et d'un mortier 81 mm, les Swift étaient assez rapides pour intercepter tout bateau suspect.
La monotonie des contrôles, les bateaux étant le plus souvent inoffensifs, pouvait se changer en terreur en un instant. La vigilance était essentielle, car un bateau ennemi pouvait surgir à tout moment. Pour compléter les efforts des Swift, d'autres bateaux plus petits patrouillaient parmi les navires amarrés dans le port, à l'affût de nageurs ennemis. Périodiquement, ils étaient rejoints par des hommes grenouilles de la Navy pour vérifier que l'ennemi n'avait pas déposé de charges sur les navires. Mais pour les bateaux de ravitaillement, le plus dangereux était de faire la route de Saïgon. Ces bateaux mouillant tranquillement près de Vung Tau devaient atteindre Saïgon pour être déchargés. Pour y arriver, les navires marchands devaient passer par un étroit bras de mer serpentant à travers le Rung Sat. 1000 km² de canaux, de marais et de mangroves dont les Viet Cong avaient fait leur sanctuaire. Je commandais un petit corps expéditionnaire de 500 personnes dans la zone du Rung Sat, au sud de Saïgon, où se trouve la mangrove. J'avais à disposition des PVR et d'autres bateaux plus petits, des fantassins, des avions de la Navy et des forces aériennes. Notre boulot était d'aller dans la mangrove, de trouver leur quartier général et de les éliminer. L'étroit bras de mer du Rung Sat, formé par le delta du fleuve Long Tau, faisait 70 km de long et offrait à l'ennemi une occasion unique de nuire. Un seul grand bateau coulé par une mine aurait empêché toute circulation de navires vers Saïgon. Pour éviter cela, des dragueurs de mines ou MSB, longs de 17 mètres à la coque en bois, étaient chargés de désamorcer les mines ennemies dans la rivière. Une fois arrivés à leur zone de patrouille, les 6 hommes d'équipage déployaient leur équipement spécialisé. Les flotteurs derrière le bateau traînaient un câble à lame spéciale destiné à couper les fils des mines posées dans le chenal. Quand l'équipement avait été installé, l'équipage passait au travail de routine, surveiller, servir les canons, remettre en place l'équipement de dragage. Le MSB fonctionnait en équipe. Un bateau menait, les autres s'échelonnaient derrière lui et achevaient le dragage. Le travail pouvait être dangereux et pas seulement à cause des mines. Le chenal passait souvent à quelques mètres de la rive. La routine pouvait se trouver interrompue par un tir ennemi. Il y avait de l'action, mais pas énormément. Ma plus mauvaise expérience est probablement quand j'ai failli être frappé par une roquette B-40 lancée de je ne sais où. Elle devait être pour moi, mais elle m'a raté. Mais ça ne m'a pas semblé une expérience horrible. C'est arrivé très vite, je me suis juste dit « Ah, ça va, je suis toujours là ». Le dragage des mines continuait jusqu'au crépuscule, puis les MSB rentraient dans le noir d'encre des nuits humides d'Asie du Sud-Est, une heure propice aux attaques de l'ennemi. La réponse des croiseurs de la Navy au large pouvait être d'une rapidité inattendue. Quand les troupes américaines furent envoyées combattre dans les zones côtières du Vietnam du Sud, les destroyers et les croiseurs de la 7e flotte se mirent à longer ces zones, tirant sur des cibles identifiées par des observateurs au sol ou aériens. Ces tirs, qui pouvaient être dévastateurs pour l'ennemi, réussissaient souvent à sauver la vie des unités assiégées. Comme pour ses autres missions au Vietnam, la Navy devait trouver des moyens adéquats pour répondre aux besoins en artillerie navale. Une réponse partielle fut de remettre en service des bateaux de la Deuxième Guerre mondiale. Équipés de canons traditionnels et de lance-roquettes se rechargeant tout seuls, ils réagissaient très vite aux appels.
Malgré l'efficacité de ces bateaux, on avait besoin d'une puissance de frappe plus forte et à plus longue portée. Les cuirassés revinrent aussi dans l'arsenal de la flotte. Ils allaient bientôt tirer de leurs canons pour leur 3e conflit en 3 décennies. On a fait plusieurs fois appel au New Jersey. Quand vous entendez ces salves au-dessus de vos têtes, c'est vraiment impressionnant. Ça fait un bruit du genre... Et ça fait un gros trou dans la terre. On a utilisé les canons du New Jersey, je crois, l'artillerie la plus précise que j'ai jamais vue. Vous donnez les coordonnées et une mission de tir, et peut-être 1 ou 2 tirs de marquage, et c'est parti. Et c'était incroyable, la précision de ces canons. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée, les bateaux de la Navy permirent aussi le débarquement amphibie des forces terrestres. Les opérations amphibies avaient peu changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais au Vietnam, une nouvelle dimension fut ajoutée, le concept d'enveloppement vertical. L'aide des hélicoptères permit aux marines de débarquer rapidement, bien loin des défenses ennemies. On nous a affecté à un hélicoptère, 6 d'entre nous, je crois. On est allé sur le pont et on a attendu. L'hélico a apponté et on s'est dépêché de monter. Je n'avais jamais été dans un hélicoptère de ma vie et c'était ma première opération. On a survolé les terres. Je ne savais absolument pas où on allait, les autres non plus. Je ne savais pas à quoi m'attendre, j'étais nouveau. L'hélico ne s'est pas exactement posé, il est resté à 50 cm du sol et on nous a dit de dégager. Le déploiement des troupes de cette manière, complété par des débarquements traditionnels sur la plage, a porté les opérations amphibies de la Navy à un nouveau degré de complexité. Le Vietnam possédait de nombreuses voies navigables qui ne pouvaient être atteintes ou contrôlées par les méthodes habituelles. Vu l'importance de ces voies intérieures pour le transport, la Navy s'est donc tournée vers les ressources de l'expertise locale. Cela résulta d'abord dans l'utilisation militaire des jonques. Ces petits bateaux, fabriqués localement, manœuvrés par des marins locaux et supervisés par le personnel de la Navy, devinrent un moyen efficace de contrôler les voies intérieures durant la journée. Quand les jonques avaient du mal à s'aventurer loin des voies principales, des unités de bateaux plus petits équipés de mercenaires supervisés par les Américains opéraient en eau peu profonde ou fermée. Le bateau utilisé était le canot pneumatique adapté à l'usage militaire. De temps en temps, on travaillait avec l'équipe B, celle des canots pneumatiques. Ils venaient à Mukla de temps à autre et on travaillait avec eux. Je n'aimais pas particulièrement parce que on ne pouvait loger que 3 gars par bateau. Le moteur était un Pratt Whitney de 1200 chevaux, on n'entendait rien. La seule manière de savoir qu'on nous tirait dessus, c'était quand un type tombait ou qu'il y avait des trous dans le bateau. Le pire, c'est qu'il consommait du carburant pour avion très volatile et qu'on le stockait juste en dehors du camp. Ça, on n'aimait pas beaucoup. Ces petits bateaux et leurs équipages polyglottes écumaient les canaux et les marais herbeux du delta du Mékong dans le but d'entraver les mouvements de guérilla. Un jour, beaucoup de ces petits bateaux pneumatiques sont arrivés vers nous en arborant un drapeau à tête de mort. On n'avait aucune idée de ce que c'était. On était près de la frontière du Cambodge. Ils ont commencé à encercler notre bateau et nous ont demandé par radio la permission d'aborder. Je suis retourné dans ma réserve, mais ces types avaient demandé à nous acheter des équipements, alors on me les a envoyés. Il y avait le type le plus émacié et le plus effrayant que j'ai jamais vu. C'était un mercenaire. Ils se faisaient payer à l'oreille et ils me les ont montrés, des paires d'oreilles.
Malgré un succès honorable, ces premiers efforts des Vietnamiens manquaient de ressources et de technologies pour contrôler efficacement les zones désignées. La Navy se fit donc plus présente sur les voies navigables intérieures, envoyant des marins américains à bord des Swift et des PBR dans des eaux de moins en moins profondes. Loin de la station Yankee et des autres activités traditionnelles liées à la puissance sur mer, ces marins de la Navy servaient à bord d'un nouveau type de bateau de guerre, l'aéroglisseur patrouilleur. Glissant sur un coussin d'air, l'aéroglisseur sillonnait les marais sans effort. Armé de plusieurs mitrailleuses, il pouvait attaquer l'ennemi en cas de besoin. Celui qu'on nous a envoyé avait un mini-canon monté à l'avant. Ça peut faire vraiment mal. Et il y avait assez de chevaux pour transporter plein de munitions avec ça. Alors... En dépit de l'utilité de l'aéroglisseur, ces limitations ont conduit à de nouvelles innovations, notamment le patrouilleur de rivière ou PBR, converti au combat dans le delta du Mékong. Ces bateaux non blindés en fibre de verre avaient des équipages de 4 hommes. Le commandant, le timonier, le canonnier d'avant avec 2 mitrailleuses jumelles de 12,7 mm et le canonnier d'arrière avec un 12 mm,7 et un lance-grenade de 40 mm. Avec son tirant d'eau de 45 cm et une vitesse de 25 nœuds, le PBR pouvait aller presque partout. Ils avaient un moteur à induction d'eau. Il avale l'eau à l'avant et la recrache à l'arrière. Et bien sûr, ils ramassaient toujours des herbes au mauvais moment, au mauvais endroit. Alors on sautait tous sur les côtés pour les enlever, mais ils étaient excellents. On faisait des petits tours dessus. J'en avais fait un peu, mais je disais toujours aux gars que si ces gens avaient tiré le canard un peu plus souvent, ils auraient tué beaucoup plus de nos marins. Mais ils s'y prenaient mal. Ils nous tiraient dessus et on voyait les traçantes faire des courbes derrière nous, toujours derrière nous. C'était tant mieux pour nous. Les PBR polyvalents se trouvaient dans tout le Vietnam. Ils étaient utilisés pour contrôler la circulation locale, comme le faisaient les Swift dans les eaux plus ouvertes. Quand il n'y avait pas de camp disponible, les bateaux étaient basés sur les rivières, sur des péniches spéciales qui logeaient également les équipages, le ravitaillement et tout le matériel. Le YBM faisait 120 mètres de long, peut-être pas tout à fait. La partie arrière, c'était le magasin à machines. Ils avaient d'énormes tours South Bend et ils pouvaient tout faire. S'il nous manquait une pièce et qu'on n'arrivait pas à la faire venir de Saïgon, ils la fabriquaient sur place, ils étaient doués. Il y avait des charpentiers, des électriciens, des monteurs de navires, tout ce qu'il fallait pour réparer bateaux et hélicoptères. Shipfitters, everything to repair the boats and the helicopters at that time. Le contrôle de ces opérations éloignées était assigné à des postes de commande qui coordonnaient les actions dans le delta. De là, on envoyait des patrouilleurs au hasard pour surprendre l'ennemi. Les PBR avaient un travail énorme. En gros, ils devaient aborder le plus de bateaux possible par jour et il y avait des centaines de sampans dans le delta. Ça allait des petits de 3,60 m à 1 ou 2 personnes jusqu'aux taxis d'eau avec 40 ou 50 personnes. S'il y avait une cargaison de melons, il fallait les décharger, regarder tout au fond, fouiller dans le riz et vérifier que les papiers étaient tous en ordre. En général, ces patrouilles ne trouvaient rien d'autre que des habitants innocents, mais à l'occasion, ils apercevaient quelque chose de suspect. Warden X-ray, 1, this is Warden X-ray. I have sampan crossing up ahead. Break, I will... Des coups de feu étaient alors tirés pour arrêter le navire. Warden X-ray 1, this is Warden X-ray. 1 sampan evaded the beach. 2 male occupants abandoned a sampan headed up the beach. Taken area under fire. Will amplify later. Over. This is Warden 1, roger that.
Warden X-ray receiving heavy automatic weapons fire, vicinity of evasion. Request scramble Seawolves, over. This is Warden 1, roger out. Steel Base 3, this is Warden, scramble Seawolves. Décollant depuis des LST spécialement modifiés, des barges et des bases de tir, les Seawolves, une unité d'hélicoptères d'assaut de la Navy, étaient prêts à répondre à tout appel. Les Seawolves étaient les meilleurs des pilotes, les pilotes des marines et de la Navy. Ils intervenaient toujours avec une grande précision. Ils restaient à 2-3 mètres du sol, juste au-dessus de nos troupes, lançaient leurs roquettes sur l'ennemi et les ramenaient. C'était vraiment une bonne équipe. Même si l'artillerie ou les frappes aériennes pouvaient aussi convenir, ce genre de démonstration de force amenait l'ennemi à disparaître en attendant un meilleur moment. Mais c'était une fois la nuit tombée que les PBR méritaient vraiment leur réputation. Ed Gear, commandant de l'armée de terre, opérant dans le Rangstad, s'appuyait sur les PBR qui rôdaient dans la nuit. Si on parvenait à empêcher les ennemis de se déplacer la nuit, alors ils étaient vraiment coincés, vu que de jour, avec notre surveillance aérienne, ils ne pouvaient pas bouger non plus. Les PBR me fascinaient. Une fois, je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous faites au juste ?» Ils ont dit que la plupart du temps, ils allaient et venaient dans la rivière, et quand on leur tirait dessus, ils ripostaient. J'ai dit « Mais c'est pas terrible comme plan. Moi, je resterais chez moi si mon plan était de me faire tirer dessus le premier. » Notre tactique, au lieu d'aller dénicher les Viet Cong dans la mangrove, était de rester sur la rivière et de leur installer des guet-apens la nuit. Bien sûr, nous avions des équipements qu'ils n'avaient pas. Les lunettes de vision nocturne, par exemple. C'était assez pratique pour nous d'opérer dans cette zone. On mettait une demi-douzaine de soldats avec des munitions et des armes dans un hors-bord. Ils se rendaient à la confluence de deux rivières et s'installaient par exemple dans un arbre de la mangrove, près du bateau, un petit groupe de 5 ou 6 personnes. Si les Viet Cong qui passaient étaient assez peu nombreux, ils les attaquaient. Sinon, on envoyait les PBR qui avaient une meilleure puissance de tir. C'était la partie de la Navy Brownwater, la Navy de rivière qui travaillait avec nous. Si on avait besoin d'eux, ils étaient placés stratégiquement et pouvaient venir nous aider très rapidement. Les marins des PBR étaient incroyablement courageux. Ils ne rechignaient jamais devant le combat. Bien sûr, c'était des gens qu'ils connaissaient, qu'ils allaient aider. Mais je me souviens d'avoir assisté de loin à une bataille une fois la nuit, et c'était vraiment intense, une sacrée bataille. Nos balles traçantes étaient jaune, blanc, jaune. Les leurs étaient rouges et bleus. Ça tirait tellement des deux côtés que les balles se télescopaient et ricochaient. Ça formait une vraie fontaine. Et encore, vous savez que seulement une balle sur 5 est une traçante. Ça faisait une fontaine rouge et bleue, une fontaine blanche. L'intensité du combat était incroyable. Si ça ne suffisait pas, il y avait aussi les forces aériennes et la Navy qui étaient équipées de vision nocturne et qui étaient sous notre contrôle opérationnel direct. Les PBR, pour être efficaces, devaient s'appuyer sur des renseignements fiables. L'une des raisons pour lesquelles la Navy était si bien enseignée dans le delta du Mekong, c'était les équipes SEAL. SEAL teams.
Les exploits des équipes SEAL sont parfois devenus des légendes. En tout cas, le fait est qu'elles étaient extrêmement efficaces pour affronter l'ennemi sur son propre terrain. C'était intéressant de travailler avec les SEAL. Ils avaient un équipement très spécial, ils utilisaient des fusils et des mitrailleuses Stoner bien plus fiables que les nôtres qui étaient high-tech. Enfin, peut-être pas si fiables, parce qu'il fallait suivre des cours spéciaux, rien que pour apprendre à utiliser des Stoner. Ils avaient des bateaux d'assaut conçus spécialement pour eux. Ils étaient longs de 9 mètres, revêtus de métal, avec un profil bas et des bimoteurs Ford 427 et des pompes jacuzzi et capables de filer en glissant sur l'eau, ce qu'ils devaient faire souvent, je suppose. Les équipes SEAL préparaient très soigneusement leur mission. Ils étaient parmi les seules forces américaines à poursuivre un entraînement physique rigoureux au camp. Cela, ajouté à une constante réunion d'informations, leur assurait une efficacité maximum. Dormant parfois sur la berge dans un petit bateau ou déposés par une embarcation plus grande qui s'arrêtait à plusieurs endroits pour tromper l'ennemi sur leur position exacte, les soldats utilisaient des bateaux furtifs pour glaner des renseignements sur leur insaisissable ennemi. On aimerait penser que les SEAL mesuraient tous 2 mètres et qu'ils ressemblaient tous à Arnold Schwarzenegger. En fait, la plupart étaient assez petits, entre 1m60 et 1m72, maigres et très endurants. Le genre à courir 20 km sans s'essouffler. Ils étaient fantastiques. Ils faisaient surtout des opérations de reconnaissance. Parfois, on les envoyait assassiner certains chefs ou attaquer des villages. Souvent, ils se déplaçaient en pyjama noir avec des armes Chicom pour infiltrer certaines zones. Contrairement à la plupart des forces américaines au Vietnam, les équipes SEAL utilisaient la nuit pour rencontrer l'ennemi sur son propre terrain. Ils étaient très efficaces surtout dans le delta et dans les zones de rivière au Vietnam du Sud. Une fois sa mission accomplie, la patrouille se repliait vers un canal, délimitait un périmètre et souvent posait un piège ou des charges pour le visiteur indésirable. Puis un bateau de la Navy arrivait et embarquait la petite équipe. Il décompressait de toutes ces heures, voire de tous ces jours de tension, sur le havre relativement sûr du bateau et rentrait à la base. Là, le chef de l'équipe faisait le compte-rendu de la mission et transmettait les renseignements obtenus. Souvent, les officiers menaient une reconnaissance aérienne en hélicoptère au-dessus de la zone pour voir s'il était possible de faire opérer de larges unités contre les forces ennemies repérées par les SEAL. L'armée de terre et la Navy coopéraient afin de réussir à disposer et à entretenir efficacement une force assez grande pour dominer l'ennemi dans le delta. Cette unité était appelée la force riveraine, conçue spécifiquement pour les conditions rencontrées au Vietnam. Les marais et la mangrove du delta du Mekong, rendant très difficiles des opérations de type conventionnel, on développa le groupe d'assaut fluvial Unité Mixte. Cela constituait l'ultime extension de la flotte dans les eaux intérieures, le pivot de la Navy Brownwater. L'une des plus remarquables innovations de la guerre du Vietnam a été la transformation de la force riveraine, dans laquelle l'armée de terre et la Navy coopéraient pour dénicher l'ennemi dans le delta du Mekong grâce à l'alliance des unités de rivière et de terre. Le succès de cette idée, avoir les différentes forces travaillant ensemble, est l'une des leçons que l'armée doit tirer du Vietnam. Il faudra vraiment mettre l'accent sur la nécessité de procéder à des opérations mixtes.
Le rôle de la Navy consistait à fournir des bâtiments spécialement adaptés pour jouer le rôle de grands bateaux durant les opérations amphibies. Les cuirassés de la Navy intérieure étaient les canonnières ou les monitors. Ces embarcations blindées spécialisées étaient conçues pour pouvoir se rapprocher des rives et combattre l'ennemi. On en avait 3. L'un d'eux était surnommé le Zippo. Il avait des lance-flammes de chaque côté. Un autre avait un mini-canon et le dernier possédait un 105 mm avec des munitions de type antipersonnel. Heureusement qu'il y avait toute cette puissance de tir. Les canonnières de rivière avaient pour mission de protéger les débarquements de l'infanterie et d'appuyer les troupes à terre. Les moins glamour dans la flotte intérieure étaient les navires de transport blindés qui déposaient l'infanterie dans la zone de combat. Armés seulement pour la défense, leur rôle était de transporter les troupes et le ravitaillement et de récupérer les soldats après l'opération. Les bateaux descendaient les rivières l'un après l'autre, un peu comme un train. De chaque côté, c'était la forêt dense à quelques mètres. Une ou deux fois, ça s'est mis à péter de partout. Et la riposte de la Navy a été vraiment assourdissante. L'armée de terre était représentée par la 9e division d'infanterie, qui opérait depuis un camp flottant sur la rivière. Notre bataillon s'est déplacé de Dongtan vers la force riveraine mobile et les navires au milieu du Mekong. C'était un lieu d'élite, parce qu'on avait toute l'eau qu'on voulait, chaude ou froide. Les cuisiniers de la Navy décoraient même les plats. On avait accès à la meilleure nourriture et à tout le lait qu'on voulait. On avait carrément pitié des types à terre parce qu'ils n'avaient pas toutes les réserves qu'on avait. On a fait des opérations en commun avec la 9e d'infanterie. On prenait les soldats sur nos bateaux. Les forces populaires étaient l'armée locale, une sorte de milice, et la 9e armée. Les SEALs se chargeaient de la reconnaissance et préparaient des guet-apens. Ils essayaient par la ruse de pousser les Viet Cong dans un endroit précis pour les coincer. Ils utilisaient les RAG, les canonnières et des tourelles de tanks, comme base d'artillerie mobile pour essayer de les avoir. Ces opérations pouvaient durer des heures ou des jours. Les bateaux de la Navy Brownwater restaient pour les appuyer. À la fin d'une opération, les bateaux se déplaçaient jusqu'à un endroit convenu et attendaient que les forces d'assaut les rejoignent. Ils débarquaient ensuite leur chargement à la base flottante, étaient passés en revue et se préparaient à repartir. Outre ces opérations avec la 9e division d'infanterie, la force riveraine aidait aussi d'autres unités, y compris les forces spéciales et leurs soldats autochtones. Une fois, ils nous ont sauvés. On était cernés, on ne savait pas où aller. Le lendemain, les bateaux sont arrivés, ils leur ont tiré dessus de leurs mitrailleuses 40 et 20 mm, juste au-dessus de nos têtes. À ce jour, je paye toujours une bière à un marin, si je peux. Quand on est monté sur le bateau, j'avais la langue pendante et le commandant m'a dit « Tu sais ce qu'il te faut ?» J'ai dit non et il m'a répondu « Une bière bien fraîche. Vous avez des bières ici ?» Oui, seuls les bateaux de la Navy ont le droit de transporter de la bière. Avec la diminution de la présence américaine au Vietnam au début des années 1970, la plupart des petits bateaux de la Navy et des opérations côtières furent intégrés au processus de vietnamisation. Les marins américains transmirent leurs bateaux et les bases qui les appuyaient au Sud-Vietnam.
Il y a eu une période de transition pendant laquelle les Vietnamiens venaient en bateau avec nous pour observer. Petit à petit, on leur a laissé prendre les responsabilités. À une période, nous faisions l'essentiel de l'activité et un mois plus tard, c'étaient les Vietnamiens qui s'en chargeaient. Et nous, on les conseillait. Peu de temps après mon départ, ils ont donné nos patrouilleurs à la marine vietnamienne. C'était le début de la fin, je pense. Mon ami John Perley m'a envoyé une photo d'un de nos bateaux de guerre qui avait désormais un équipage vietnamien. On voyait de la lessive qui séchait entre les antennes et des poulets qui couraient sur le pont. Ça n'avait pas la même allure. Les opérations navales prises en charge par les Vietnamiens vers la fin de la présence américaine au Vietnam ont donné lieu à des innovations très réussies. Le but était de s'adapter à la situation et au terrain du pays. Adaptation était le mot-clé de la Navy durant ce conflit long et brutal en Asie du Sud-Est. C'est sa capacité à s'adapter à des circonstances inhabituelles qui a marqué les opérations de la Navy pendant la guerre du Vietnam. On a fait de notre mieux. On travaillait 18 heures par jour. On pouvait s'estimer heureux si on réussissait à dormir 6 heures. On passait parfois 75 jours sans boire une bière, mais on aimait notre pays, on aimait notre boulot et notre Navy. On développe particulièrement le sens du dévouement, de l'honneur, de la camaraderie, le sens de la communauté. Je crois que les gens nous envient ça. On était là pour aider ces gens à garder leur liberté et ils en valaient la peine.